Bonjour, pour introduire cette matinée, je vais vous donner quelques éléments de tendance qu'on observe dans notre système d'enquête donc au CREDOC. Donc on a une enquête qui existe depuis 30 ans et on suit l'évolution des représentations des consommateurs, mais aussi comment ils consomment. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment des changements lents qui se font avec l'arrivée des nouvelles générations. Donc notamment des générations qui vont aller sur des nouveaux thèmes qui sont un petit peu en rupture par rapport à ce que faisaient les générations plus anciennes. Toutes les générations qui sont nées avant la fin de la Seconde Guerre mondiale vont être beaucoup dans le modèle alimentaire traditionnel, la gastronomie, le partage. Et on va avoir des changements qui se font notamment avec la dernière génération que j'ai appelée la génération qui veut manger mieux. Donc c'est dans le contexte français. Et notamment, on va avoir des évolutions qui sont importantes sur cette volonté pour les jeunes générations d'aller dans le sens d'une recherche d'écologie. Ici, je vous montre un graphique un peu compliqué, mais on pose une question qui demande qu'est-ce qui vous préoccupe le plus à l'ensemble de la population, donc depuis 1980, et dans les différents thèmes qui sont cités. Par rapport à la dégradation de l'environnement, on a aussi la sécurité, la violence, la pauvreté dans le monde, en France, les maladies graves, mais aussi les migrants, tout un tas de sujets qui sont aujourd'hui très très forts. Et ce qu'on observe, et notamment avec la dernière enquête, c'est qu'il y a une forte progression de cette préoccupation de dégradation de l'environnement, puisqu'aujourd'hui, c'est la première préoccupation. Qu'est-ce qui préoccupe le plus les Français? C'est la dégradation de l'environnement. Et en suivant les générations avec le découpage de tout à l'heure, ce qu'on observe, c'est que par exemple, dans ma génération hypermarché, qui est la génération de rupture, eh bien évidemment, ça progresse au cours du temps. On était à 0% dans les années 80. Aujourd'hui, on est à 25%. Mais ce que vous voyez, c'est que chez les plus âgés, chez ceux qui ont plus de 60 ans, aujourd'hui, on est beaucoup moins sensible à cette dégradation de l'environnement, alors que la toute dernière génération, mieux manger, elle est à 27% aujourd'hui. La génération nomade, elle est à 25%. Et donc, ce sont ceux qui, aujourd'hui, sont nés dedans et qui vont rechercher, quand ils mangent, à aller vers une meilleure préservation de la planète. Le deuxième sujet qui va évidemment modifier la façon de faire ses choix dans l'alimentation, c'est les nouvelles recherches scientifiques et notamment tout ce qui concerne la partie recommandation vis-à-vis des maladies chroniques. Donc on a à la fois tout un tas de nouvelles études qui ont montré qu'il y avait un lien très important entre l'alcool, la consommation d'alcool et les maladies cardiovasculaires, mais aussi l'obésité et les cancers, qui sont des maladies qui inquiètent de plus en plus les très jeunes générations. Et donc ces générations-là vont être très sensibles à tous ces messages qui arrivent. Donc à la fois en positif, l'influence de l'activité physique, de la consommation de fruits et légumes en positif, et puis le fait qu'on demande aujourd'hui aux consommateurs de manger moins de charcuterie, par exemple. Et en France, on est à 40% de Français qui sont au-dessus de la recommandation qui vient d'être donnée par le rapport sur l'INCa, l'organisme qui surveille les cancers en France. Donc ce sujet-là va faire que finalement, quand je regarde les différentes tranches de population, notamment mes générations, si je pose une question positive, et je l'ai posée en France en 2018, je l'ai posée dans plein de pays au niveau international, je leur demande qu'est-ce que c'est que pour vous un aliment de qualité? Et les mots que je vous indique ici, alors je suis désolée, ce n'est pas en anglais, mais c'est plus parlant quand on utilise la culture et le langage français, eh bien vous voyez que les mots qui sont cités, ce sont ceux que disent les 18-24 ans, que ne disent pas les autres. Ce sont les mots significatifs selon les tests du Qui2. Eh bien vous voyez que les jeunes, les 18-24 ans, vont me dire que ce qu'ils veulent dans un aliment de qualité, eh bien c'est ces notions de nutrition. Et ça, c'est très nouveau en France. Donc c'est en positif, ce qu'on ne voit pas encore dans l'offre aujourd'hui. J'ai fait un peu le tour des innovations. On n'a pas ces notions de produits nutritifs. Ils vous disent qu'ils veulent des produits qui apportent de la nutrition, de l'équilibre, de la santé. On voit bien vitamines. Et ça, c'est
un changement fondamental au niveau français, puisqu'on n'était pas du tout dans ces notions-là, puisqu'on était dans une tradition qui allait, par exemple, chez les 35-44 ans, autour de produits qui étaient cités. Ici, les exemples cités, il y a la charcuterie, la poissonnerie, l'élevage, les potagers, qui étaient beaucoup plus dans la culture française. Si je regarde l'évolution au cours du temps, eh bien, on voit exactement ça. En 2000, en France, à cette question-là, les premiers mots qui étaient cités, c'était le goût. C'était des produits qui étaient bons, des produits qui apportaient de la saveur, des produits avec des labels. Le label rouge, c'est vraiment très caractéristique des produits français. Et puis, vous voyez qu'il y a vraiment eu un changement qui s'est fait surtout entre 2007 et 2015. Mais déjà en 2007, on voyait un nouveau mot qui est arrivé, qui était autour de l'esthétique, autour de la fraîcheur des produits, l'aspect des produits. Et on avait le goût qui restait fort. Et puis 2015, là, le goût est relayé au 5-6e rang. Et le premier mot qui sort, c'est les mots bio, les mots produits bruts. Ce dont on a envie, c'est d'éviter tout ce qui va être très industriel. Et en 2018, on a vraiment ce courant qui est arrivé de façon très très forte, où on cherche des produits sans colorants, sans additifs, et vous allez voir que c'est mondial comme tendance. Et donc on a vraiment cette envie de se rapprocher de produits qui rassurent. Donc évidemment, le produit idéal en France, c'est le produit bio, mais c'est aussi les produits naturels. Le bio est associé à naturalité, puisqu'on refuse, et ça c'est très caractéristique des pays du sud de l'Europe, on refuse ce qui est chimique. Ce qu'on observe quand on fait la même question au niveau international, eh bien, c'est que, et ça c'est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on disait il y a une dizaine d'années où la France se caractérisait par rapport à cette envie de produits qui ont du goût, eh bien, le goût en 2018 est bien plus présent en Allemagne ou aux États-Unis, alors qu'en France, vous voyez, en 2018, on a à la fois le bio de tout à l'heure, mais aussi le sang. Et la population française se sépare en deux. On a ceux qui veulent du bio, qui sont les plus riches, ceux qui veulent du sang, qui font partie aussi des plus éduqués, et la moitié de la population, l'autre partie, qui reste dans le modèle traditionnel et qui veut du goût, du bon, et des produits avec des labels, des produits locaux. Et cette opposition qui se fait sur un signe de distinction sociale, on l'observe dans d'autres pays, puisque le bio, on le retrouve aux États-Unis et on le retrouve aussi en Allemagne avec les mêmes caractéristiques sociales. Au Japon, on est là à fond sur le sang. Les Japonais veulent absolument des produits qui soient sans colorants, sans additifs, sans pesticides, et des pays qui viennent de leur île. Ça, c'est comme les Anglais. On a toujours dans les pays insulaires cette volonté de vouloir des produits qui soient produits autour de chez soi. Donc on a vraiment eu cette montée des produits bio qu'on observe ici quand je ramène les dépenses par habitant en achat de produits bio. Vous voyez que le pays qui dépense le plus en bio, c'est la Suède. Ensuite arrive l'Autriche et les hausses sont très très fortes. Mais en France, la croissance est très élevée depuis 2 ans, puisqu'on est à 18% en 2017 et on voit qu'en 2016, ça avait fortement augmenté. On a dépassé les Allemands en niveau de consommation. Il y a des pays où la consommation de bio est très faible. C'est le Royaume-Uni, par exemple, où on a aussi cette préférence locale qui fait que, comme on n'en produit pas suffisamment, eh bien, on n'est pas sur ce type de produit. Voilà, juste pour conclure, à retenir, c'est qu'évidemment, dans ce qu'on a comme tendance principale, c'est ce choix d'aller vers de plus en plus de produits qui viennent d'Internet. La part de ce qui est acheté en online et en drive est en très très forte croissance. En France, on voit arriver le e-commerce de façon pure, en dehors du drive, qui se met en place, et évidemment avec des recherches de ces critères dont je viens de vous parler, les critères vitamines, minéraux, le positif et toutes ces applications qu'utilisent les plus jeunes. Et puis, pour les plus âgés, une volonté de consommation de produits qui rassurent, donc des produits sans chimie. Donc, l'idéal, c'est le local, c'est la proximité, c'est le bio. Et pour ça, on a besoin d'avoir de la transparence, de connaître complètement tout ce qu'il y a à l'intérieur des produits. Et si le producteur ne le fait pas, évidemment, les applications sont là pour les faire changer de composition. On va avoir ce
dernière tendance qui est très forte. En 2018, ça monte beaucoup puisqu'on a tout l'été eu tous ces débats autour du changement climatique. Et ce sont les plus jeunes qui, parce qu'ils sont nés dedans, sont complètement dans cette recherche du mieux manger avec cette quête de sens. Voilà, je vous remercie. Nous, on est une agence de branding packaging basée à Paris, 32 ans d'existence. Et on travaille dans le monde entier pour les plus belles marques alimentaires. Beaucoup de marques alimentaires qui sont aujourd'hui au CIAL, marques internationales, mais aussi de toutes petites marques locales, que ce soit en France, au Brésil, dans d'autres pays. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis Laurence Bettine, je suis directrice du département Tendance et Innovation de l'agence. Et je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je suis Marine Pérez, donc je suis designer, structural designer chez Team Créatif. Et voilà, donc je m'occupe de tout ce qui est volume, tout ce qui est forme de packaging, analyse des matériaux. Alors, et voilà. Comment ça marche ? Et voilà, et donc on va avoir le plaisir de vous parler de quelque chose de complètement différent. On a vu une presse des Credoc qui était hyper intéressante sur la naturalité, la sustainabilité, les consommateurs, etc. Une autre qui est vraiment sur comment est-ce qu'on construit et fabrique des recettes intéressantes. Nous, notre métier, c'est de travailler sur les packaging, de travailler sur des marques et de dire au consommateur ce qu'il y a dans le produit, comment il va le manger, et lui donner surtout envie d'acheter nos produits. Voilà, donc on remonte sur le consommateur, on remonte sur la marque, et on va vous présenter donc à deux voix. Moi, j'aurai le plaisir de vous présenter la première partie et Marine la deuxième. On va parler aujourd'hui de Human Packaging for True Life Experience. On parle beaucoup de digital, mais voilà, vous êtes tous là en chair et en os. On a peut-être la chance d'être suivis en digital, mais ce qui est important, c'est que ces produits que vous avez derrière se mangent. Et ça, c'est pas virtuel. Aujourd'hui, on parle beaucoup, ça fait 10 ans qu'on parle de plastic bashing, qu'on parle de 5e océan. On a vraiment un rôle, tous, chacun d'entre nous, à jouer pour construire un monde meilleur. Présentation autour de deux, après une introduction, on va mettre un petit peu les choses en perspective, deux éléments importants. Le premier, augmented reality, non, in life. D'accord ? On va parler de vérité, d'expérience et d'usage consommateur, of brand, of packaging. Et la deuxième partie, on sera beaucoup plus concret avec Marine sur des toolkits. Voilà, je vous laisse la surprise. Allez, quelques éléments d'introduction. Tout d'abord, on parle de data. On en a eu ce matin. C'est hyper important d'avoir des data. Nous, ça nous aide beaucoup en tant que créatifs parce que ça nous permet de travailler véritablement sur un filtre. Plus on a de data, mieux on se porte. Allons-y, cherchons des data. Mais à nous de les utiliser le mieux possible. La deuxième chose dont on parle beaucoup, dont vous parlez beaucoup, c'est le retour sur investissement. Une rentabilité immédiate. On a aujourd'hui 3 mois sur les linéaires de durée de vie. Si au bout de 3 mois, on n'a pas fait nos preuves, on est dégagé des linéaires. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on a encore 80% des achats qui sont faits en linéaire. Donc on n'oublie pas ce support-là. Le digital, c'est formidable. Il faut le travailler avec le linéaire. On rentre donc de plus en plus dans une société extrêmement rationalisée, extrêmement froide, extrêmement technique. Oui, c'est vrai, mais pas que. On est toujours dans cette idée d'équilibre. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On avait la chance que l'agence soit à Cannes, au Cannes Lions cette année. Le sujet, c'était l'intelligence artificielle. On a des robots. Rappelez-vous, pour ceux qui sont nés au XXe siècle, dans les années 80-90, on pensait que le deuxième millénaire, les années 2000, allait nous apporter toutes ces personnes-là, ces robots qu'on allait circuler dans des soucoupes volantes. Ça n'a pas été le cas. Il y a toujours la réalité, le concret. Quand on voit l'importance du local, quand on voit l'importance des producteurs, l'importance des métiers, du fermier, ce besoin de transparence, on se rend bien compte que cette proposition va exister, mais ne va pas suppléer l'individu. Je vous laisse vous faire votre réponse. Est-ce que le futur de l'humanité, ce sont les robots ? Peut-être, en partie. Cependant, nous, notre conviction, et on la partage, je crois, avec beaucoup de nos clients, c'est que l'intelligence artificielle et les robots ne vont pas remplacer l'humanité. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion essentielle que l'humain a et que le robot n'a pas, c'est l'émotion. C'est son cerveau droit qui nous apporte toute cette dimension intuitive, sensible, on parlait de sensibilité ce matin, qui ne peut absolument pas être travaillée par un logiciel.
Oui, on est fait de chair, on est fait d'os, on est fait de choses merveilleuses, d'autres plus difficiles, mais c'est ce qui nous rend humains. Donc quand on travaille nos produits, on n'est pas des industries, nous ne sommes pas des industriels, nous sommes des humains, des hommes qui travaillons pour d'autres personnes. Ça change tout en termes d'attitude, ça change tout en termes de design thinking, ça change tout en termes de création de volume. On est pris dans les mains, on est porté à la bouche, on est digéré, etc. Et c'est ça qu'il faut reprendre en main. On est là pour être consommé dans la vraie vie. On a trop de clients qui viennent nous voir en pensant juste à leurs produits, à leur packaging. La vraie vie des consommateurs, on a tous envie d'être là, hein, on est d'accord. Mais la vraie vie, c'est voilà, un coin tout à l'heure sur une table pour essayer de manger. L'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de créer des œuvres d'art très très intéressantes, très belles. Ce qui leur manquera toujours, c'est cette partie de sensibilité, d'émotionnel, que seul un créateur, un artiste est capable de proposer. Pas d'opposition, juste du travail ensemble pour travailler sur cette idée d'expérience. Voilà, c'était une petite introduction un peu longue, mais qui est importante pour vraiment réconcilier les choses et pas séparer les éléments. Alors, parlons d'expérience packaging. On avait envie de parler là sur cette première partie que de 2 éléments importants. Le premier, vous le vivez au quotidien, hein, ça fait 10 ans qu'on en parle, c'est l'idée du sur-mesure. C'est l'idée de s'adapter à chaque individu. Pourquoi ça c'est important ? Parce que le digital engendre cette exigence consommateur d'être sur le one-to-one relationship, one-to-one response, one-to-one solution, wherever I live, whenever. Voilà, il faut véritablement que ce soit adressé à l'individu. Quelle est la sensation que ça l'est ? On va passer tu peux appuyer sur le clip pour la vidéo ? Ouais. Non, c'est ouais. Peut-être, on va directement. Allez, un petit film. Quelques petits films. Un exemple qui n'a rien à voir avec l'alimentaire, mais c'est important de véritablement prendre le consommateur dans ce qu'il vit aujourd'hui. Société en mutation, société qui veut du sur-mesure, société qui travaille avec le digital. Quel est notre site ? Quel est le service client que l'on propose pour effectivement travailler sur un packaging qui va devenir sur-mesure et permettre le consommateur de faire partie de l'histoire de la marque. Cette histoire de « I'm part of the brand story », elle est hyper importante. Comment ça peut se traduire ? De façon très concrète, en travaillant sur des séries limitées, rien d'exceptionnel, mais les séries limitées aujourd'hui, c'est extraordinaire comme potentiel parce que ça nous permet de faire des tests in vivo. On est sur du test and learn en linéaire. Si ça marche formidablement bien, on le passe non plus en éphémère, mais en durable. Et puis, c'est aussi l'occasion de repenser son business model. On est en mutation profonde de l'industrie, on est basé sur un modèle de gros coûts industriels, ça change, ça évolue, à nous de prendre le train en marche pour répondre à ces évolutions des consos. Deuxième petit film, Ikea. Every IKEA design has a careful thought inside it, backed by a vision to create a better everyday life at home, and with data fast becoming the fabric of the modern day. Our ambition is to use it to weave together the relationships we nurture and the spaces we call home. So we took 17 years worth of online conversations with parents and analysed almost 50 million rows of their dialogue data. We found that behaviour and development is the second most talked about topic in relation to childcare, second only to pregnancy. 50% of parents from research groups even said they struggled to find ideas to encourage creative play amongst their children. Being a space for ideas, IKEA saw the world through a child's eyes, giving cardboard waste a new lease of life. Introducing IKEA Toy Box, the latest mobile innovation that brings every piece of cardboard to life, giving children an opportunity to create and play. All you need is the app, discarded cardboard packaging, some helping hands, and whatever bits you have around the house.
Before you get going on your masterpiece, make sure your cardboard box is flattened out. With the camera now activated, just point the yellow dot over the cardboard. The app now works its magic, showing what you can create from your tools at hand and the size of your cardboard. After picking what you want to make, good choice. You'll then be given a step-by-step guide how to make it. It shows you where to fold, cut, and tape. It's really that simple. After a few steps, your cardboard creation is ready for playtime. And if you want to share the journey of your cardboard, take a picture, tap the share button on the app, and your creation will be uploaded to your favorite social platform under #IKEAToybox, where you can see other creations from all over the world and get inspired. Our aim is to create a movement of creative kids and play-filled families without anything more than some leftover cardboard and a little imagination. Play doesn't have to come with a price tag after all. IKEA Toybox. Open up to play. Voilà, extraordinaire exemple. La Second Life des packaging, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 20 ans. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de changer d'attitude, de travailler sur une vision de marque et d'intégrer véritablement le consommateur au cœur de notre réflexion. Exemple qui s'appuie sur 3 points essentiels. Le premier, les data. Voilà, qui sont mes consommateurs, comment vivent-ils, etc. Le deuxième, comment est-ce que je peux identifier ma brand purpose, my brand vision, pour montrer qu'elle a vraiment son rôle, sa place dans les 10 prochaines années sur ce monde. Sinon, elle n'a plus sa place. On a trop de marques aujourd'hui, on a trop de produits, trop de packaging dans les rayons. Ce qui veut dire que ici, on travaille sur la créativité. C'est hyper simple, la créativité, mais ils se la sont complètement appropriés. C'est quoi la valeur phare de votre marque pour vos consommateurs dans la vie de tous les jours? Si vous êtes parents, si vous avez des enfants, on est tous à la recherche de quelque chose qui va pouvoir les occuper. Second Life, usage du digital, ils travaillent avec le digital. Vous êtes dans la vie des gens autrement que simplement avec le produit que vous consommez. C'est extraordinaire, c'est ça qui est important. Voilà, on est tous là pour contribuer à jouer un meilleur rôle dans la vie des gens, dans le monde d'aujourd'hui. Allez, encore quelques petits exemples, plus de films, c'est promis. Ici, un exemple de technologie qui va nous permettre d'ouvrir de nouvelles possibilités pour rendre le présent plus grand, plus riche en termes de goût. Là, on parle plus de sur-mesure dans le moment présent. Donc ici, vous êtes avec des robots qui vont pouvoir faire... C'est une sorte d'imprimante 3D de l'alimentaire. Ça va arriver de plus en plus. On va vivre ça et ça va nous ouvrir des recettes, des dégustations qu'on va pouvoir nous-mêmes choisir. Nous, agence de design, on est en train de réfléchir énormément sur le point qui est en bas là, on-the-go packaging. On parle beaucoup de nomade packaging, etc. Mais ce qui va compter demain, c'est non, le packaging n'est pas mort, mais comment est-ce qu'on peut travailler sur un nouveau packaging qui s'additionne, qui n'exclut pas le packaging classique, tout ce qui est vrac, tout ce qui est produit frais, prêt à emballer, peut-être qu'il va se manger éventuellement, on ne sait pas. Voilà, ça peut être une des possibilités. Deuxième grande voie, c'est le côté retour aux sources. On a parlé de local, etc. En design, évidemment, c'est une tendance très, très forte. On sait, avec les lois qui vont passer d'ici 2020, là, on est à l'aube de cela. Plus de plastique, quasiment, les salades, Comment ? Ouais. Donc, comment est-ce que la marque peut effectivement contribuer à aider à consommer plus facilement au quotidien ? Toutes les box, on les prend véritablement en compte. C'est un retour au packaging essentiel, un packaging qui laisse une empreinte écologique vraiment la plus faible possible. On sait aujourd'hui, les retours consommateurs nous expliquent que trop de plastique sur les linéaires font que, on est supprimé du panier moyen. Les cartons, les emballages simples sont d'autant plus intéressants qu'ils sont complètement en cohérence avec le positionnement de la marque. Ici, vous voyez, on est sur WISE. WISE, respect, we aim respect, we all aim respect. We have talked about animal welfare. D'accord, ça va être la grande affaire des 5 prochaines années. Eh bien, si mon packaging contribue à préserver également l'environnement, c'est absolument fantastique. Voilà. Allez, le dernier exemple, c'est celui d'Innocent. Bonjour, aujourd'hui, on vient pas vous parler de nos jus, on vient vous parler de ça. Ça, c'est une bee-ball, une petite bille faite de terre et d'argile avec plein de graines de fleurs dedans. Les fleurs préférées des abeilles. Et ces bee-balls, en ce moment, on vous les offre. Et on a un projet hyper sympa à vous proposer, en planter tout autour de vous. Sur votre balcon, au coin d'une rue,
ou même dans le jardin de votre belle-mère. Ce qu'on souhaite, c'est créer avec vous une véritable révolution fleurie et faire pousser plus d'1 million de fleurs pour les abeilles. Si on fait ça, c'est parce que les abeilles disparaissent. Et ça pose des vrais problèmes. Les abeilles assurent la pollinisation des fleurs et c'est comme ça que les fleurs peuvent se transformer en fruits. On travaille déjà avec nos agriculteurs pour améliorer les choses, mais l'une des solutions les plus simples pour aider les abeilles, c'est de planter des fleurs. Partout. Pour nous rejoindre et recevoir vos biballs, rien de plus simple. Il vous suffit d'acheter une bouteille de jus innocent et de vous rendre sur le site aidonslesAbeilles.fr. Et quand vous aurez planté des fleurs absolument partout, n'oubliez pas de partager avec nous vos plus belles photos avec le hashtag aidonslesAbeilles. Voilà, super exemple, planter des petites balls, ça va faire vraiment un joli environnement dans notre urbanisation. Et ce qui est important de retenir, c'est vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas industriel tout seul dans votre coin. On est là pour travailler tous ensemble. Le team working, le collaboratif, c'est véritablement ce qui va nous aider à inventer le monde de demain. J'ai fini ma partie. Voilà, Hopefully We're Human. Je te passe... Oh, pardon, j'ai passé trop vite. Oh non, je sais, le mien marche, vous m'entendez? Alors donc dans cette deuxième partie, on va parler un peu davantage de technique, donc comment on parvient justement à résoudre tous ces problèmes, donc le plastic bashing et puis aussi tout ce qui est sensorialité, qu'il ne faut pas oublier, surtout dans le secteur de l'alimentaire. Donc en ce moment, on fait face au plastic bashing, donc on a trop de plastique dont on ne sait plus quoi faire. Et comme vous voyez là, si on continue ainsi, en 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. C'est incroyable. Et en fait, cette donnée, elle est due quand même à des modifications démographiques. Donc la population augmente, les foyers évoluent. En fait, on a de moins en moins de personnes par foyer, on a de plus en plus de personnes qui vivent seules. Et donc, en conséquence, on a une consommation exponentielle de packaging à usage unique. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Donc, la première solution à laquelle on pense, c'est changer les habitudes du consommateur. Donc, l'éduquer sur tout ce qui est recyclage, sur tout ce qui est utile ou pas. Est-ce qu'on a besoin à chaque fois d'acheter de l'usage unique? Est-ce qu'on peut faire à manger soi-même? Deuxième solution, éradiquer totalement le plastique de tous nos rayons. Ça paraît assez compliqué sur le long terme et sur une grande échelle, mais c'est quelque chose auquel on peut penser, donc tout ce qui est consommation en vrac, c'est certains secteurs comme ce qu'on voit ici. Mais nous, on va essayer de chercher d'autres solutions. Donc, les designers, les annonceurs, les industriels travaillent main dans la main pour trouver des solutions innovantes. Mais avant tout, quelques petits points techniques. Bon, je ne vous fais pas un cours magistral sur les plastiques. En fait, ce qui est important surtout, c'est de faire la différence entre les plastiques classiques et tout ce qui est bioplastique, la notion de biodégradabilité, compostabilité, qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser à chaque fois quand on parle de solutions. Donc, je précise juste, donc, quand on parle d'un plastique qui est biodégradable, ça veut dire qui peut se transformer en CO2, en eau et en biomasse sous l'action d'un environnement particulier. Et quand on parle de compostable, ça veut dire qu'en fait, c'est biodégradable, mais sous certaines conditions, donc qui sont établies par des normes européennes. Donc, qu'est-ce qu'on cherche concrètement? On cherche un matériau écologique. Donc déjà, c'est déjà bien. Mais quoi de plus? On n'est pas dans un monde de bisounours. Et quand on cherche un matériau écologique, il faut aussi qu'il soit cohérent, qu'il soit rentable et qu'il soit fonctionnel dans le packaging qu'on va créer. Et pourquoi pas aller encore plus loin et s'affranchir des contraintes pour créer un packaging qui va au-delà et qui apporte même des nouveaux avantages. Donc on va étudier plusieurs solutions donc, sur différents chapitres. Le premier, ça va être réduire au maximum. Donc c'est la première solution. Comment on fait pour qu'un packaging prenne moins de place? Donc le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est un projet d'étudiants en master. C'est pas quelque chose qui a été réalisé, mais c'est quand même des idées hyper intéressantes pour tous les industriels. Donc ici, c'est le packaging de Twinings. Donc l'idée, c'est de s'affranchir de tout ce qui est emballage secondaire plastique, de tout ce qui est l'agrafe, de tout ce qui est le plastique avec une couche alimentaire. Là, on est vraiment sur un carton qui est en éventail et en fait, on arrache chaque partie de l'éventail pour avoir son la petite étiquette en fait qui permet de faire infuser le thé.
Et donc, non seulement on n'a que du carton, mais surtout, on a une très très large surface de communication qui est hyper intéressante pour parler des goûts du thé. Donc, c'est vraiment à double avantage. Un autre projet de ce même étudiant, en fait, il a réalisé un packaging de savon qui se dissout dans l'eau. Donc, c'est hyper intéressant. On l'a déjà vu chez Aquatube avec le rouleau de papier toilette qui se dissout. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réemployer des techniques toutes simples, mais vraiment dans des secteurs qui rendent cette technique très pertinente. Donc, quand on parle de gagner de la place, d'être plus économique en matériaux, on parle aussi de gagner de la place. Donc là, c'est un exemple dans un tout autre secteur, mais qui peut vraiment nous faire réfléchir. C'est une boîte à chaussures qui a été créée par Viewpax, et en fait, qui consiste à repenser la boîte à chaussures telle qu'on la connaît, et à la repenser pour qu'elle prenne moins de place. Donc, d'après leurs informations, on peut gagner jusqu'à 50% de place sur la forme de la chaussure, et surtout, on a une fenêtre de visibilité. Donc, c'est vraiment, on repense toute la communication, on repense tous les stéréotypes qu'on a, et je pense que dans l'emballage aussi, on a sûrement des emballages qui pourraient être repensés de la même manière. Donc, deuxième solution, penser à des matériaux alternatifs. Donc, on pense au bioplastique. Donc, vous avez sûrement déjà vu ça. On fait des polymères à base de crevettes, à base de champignons, à base de manioc, même à base de maïs, à base de tout ce qu'on trouve qui nous permet d'extraire un sucre qui permet de polymériser une molécule pour arriver à un matériau viable. Donc, le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est Ecovative. Donc, c'est une entreprise qui a été créée il y a plusieurs années, et en fait qui élève, non, c'est pas le mot, qui cultive des champignons pour ensuite réaliser des moulages qui peuvent permettre donc à la décoration, à faire un emballage de ce type-là. En fait, l'avantage avec cette structure de champignons, c'est qu'on peut réaliser des tas de textures différentes, des tas de résistances différentes. Et en fait, c'est un matériau qui est, contrairement au pétrole, qui est une ressource épuisable, ici, cultiver des champignons, ça peut se faire à l'infini. Et surtout, c'est très rentable, ça coûte pas cher, c'est vraiment révolutionnaire. Et bon, c'est encore en développement pour tout ce qui est aspect, tout ça, mais voilà, c'est un des matériaux du futur à développer. Un autre exemple, donc vous l'avez vu tout à l'heure, donc on peut faire du plastique à base de crevettes. Donc ça s'appelle le chitosane. C'est un polymère qui est donc réalisé à partir des sucres extraits de la crevette. Et en fait, ça permet de produire un plastique qui peut être transparent, aussi résistant que l'aluminium, 2 fois plus léger. Enfin, c'est vraiment révolutionnaire, et surtout c'est biocompatible. Donc pour l'alimentaire, je pense que ça pourrait être tout à fait développé. Et surtout c'est compostable, biodégradable. On a aussi l'exemple de Havani. Donc Havani, c'est une entreprise indonésienne, si je ne me trompe pas, qui réalise là aussi des emballages en bioplastique. Donc ça peut être issu, comme on voit, du maïs, du soja. Et en fait, on peut réaliser des sacs plastiques, des plateaux. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise vraiment le matériau pour un usage très précis. Ici, par exemple, on réalise un bioplastique qui va être apte au contact alimentaire, qui va pouvoir tenir des températures élevées. Et surtout, ici, on a vraiment un cycle de production. Donc, on récupère la matière, on l'utilise, elle est biodégradable et elle est utilisée comme engrais pour réaliser de nouveaux packaging. Donc, c'est vraiment un cycle vertueux. Là, si vous allez sur le site, vous verrez un petit peu comme Bi. Ce packaging se dissout dans l'eau et on peut le boire. Donc évidemment, c'est pas fait pour être bu. C'est simplement un buzz de communication qui est juste génial et qui montre que c'est tellement bon que ça peut être ingéré. Donc ça, par rapport à ce qu'on a vu ce matin sur les moins de 25 ans qui sont très attentifs à l'environnement, c'est vraiment des éléments qui vont pouvoir installer les marques qui vont travailler avec ce genre de matériaux dans leur quotidien. Donc, autre exemple, donc je passe rapidement, c'est toujours sur la même technique. Donc là, c'est des plateaux qui ont été créés en Inde. Donc en Inde, la cuisine est très épicée, très chaude. Et là, on a vraiment adapté le matériau pour la cuisine indienne. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Bizongo et donc qui remédie aux plateaux qui sont en PP habituellement pas du tout recyclables. Et ici, on part sur du PLA qui a de nombreux avantages tout à fait adaptés à l'alimentaire.
Donc une autre solution au dehors des matériaux alternatifs, c'est réutiliser les déchets, revaloriser les déchets de l'alimentation. Donc ici, un projet de designer italien qui part d'un constat en fait que quand on fait des frites, on a énormément de déchets, d'épluchures de pommes de terre. Donc ils ont fait le pari de réaliser un packaging à base d'épluchures de pommes de terre, de fibres de pommes de terre, pour avoir un emballage hyper résistant et tout à fait vertueux, puisqu'on utilise les déchets issus de la pomme de terre pour les contenir. En fait, ça, c'est un concept qui peut être tout à fait utilisé pour la street food et 100% biodégradable. Après, on peut aller encore plus loin et manger carrément le matériau qu'on va produire. Donc, on a cette opération dont vous avez peut-être entendu parler chez KFC. Ça a été développé à Hong Kong et en fait, c'est un packaging qui se mange. C'est à base de feuilles de riz, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, on peut vraiment se poser la question, et si on n'avait plus de packaging et qu'on le mangeait, par ailleurs, le packaging reste quand même un outil de communication, puisqu'on peut imprimer avec de l'encre végétale la marque et le claim, mais on peut vraiment là-dessus se poser la question. Après, ici, c'est très, très marketing. Concrètement, jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Sachant qu'un packaging comestible, il faut quand même aussi on ne va pas le laisser dans une boîte comme ça au contact de tout ce qui est sale, mais c'est quand même quelque chose à penser. Et on a aussi une autre entreprise qui s'appelle Do It, qui est une entreprise belge, qui propose cette fois-ci d'adapter le packaging comestique pour tout ce qui est traiteur. Donc ici, c'est tout à fait adapté. On a des réserves comme ça de films à base de patates, qui est tout à fait comestible et qui va être vraiment à usage unique, très, très chouette à utiliser pour tous les secteurs des traiteurs et de la street food. Donc voilà, on a besoin d'alternatives, on a de l'imagination, on a de la technique. Aujourd'hui, les progrès sont énormes. Donc nous, créatifs, on est là pour réfléchir, pour trouver des idées, pour vraiment aller plus loin dans l'écologie et dans tout ce qui est sensorialité alimentaire. Voilà, dans un monde dans lequel on revoit toutes les dépenses, chacun d'entre nous, on est véritablement dans cette logique-là, dans une logique personnelle et professionnelle. Le packaging, je vous le rappelle, c'est le média numéro 1 de communication avec vos consommateurs. C'est celui qui doit aujourd'hui et qui peut permettre de travailler la préférence de marque et véritablement une relation à tous les niveaux. Et voilà, on a vu quelques exemples. On espère que ça vous a appris quelques petites choses. En tout cas, on est là pour vous aider.